Bonsoir et ravi de vous retrouver. Cannes 2025, acte 1 qui vient de se jouer à Rabat au Maroc. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui vient tout juste d'avoir lieu. C'est donc au pays des Lions de l'Atlas que se déroulera la 35e édition à une période inhabituelle. Et on va en parler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 pour commenter et débriefer ce tirage avec moi en plateau. Deux visages que vous connaissez bien sur les plateaux de France 24 et RFI, nos confrères de RFI bien sûr, Xavier Barret et sa veste bleue, très bleue. Salut, bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Hervé Kouamo. Merci à vous deux d'être ici en plateau. 24 pays qualifiés, 24 pays répartis dans 6 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour les 8e de finale. Il y aura également les 4 meilleurs 3e. On a pris un peu l'habitude de cette formule. Le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, après un parcours chez elle incroyable il y a un an, un petit peu plus d'1 an. Le Maroc, pays hôte, aux ambitions clairement affiché. Le Maroc sacré une seule fois en Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Éthiopie en 1976. Ça remonte. L'Égypte qui détient le record de titres dans une Coupe d'Afrique des Nations. 7 au total pour les Pharaons. Allez, sans plus attendre, on va détailler ces groupes. On va commencer par les 2 premiers, celui du pays hôte, le Maroc. Et on connaît, messieurs, eh bien, l'affiche de la rencontre qui lancera cette 35e édition. Maroc face aux Comores, donc le 21 décembre à Rabat. Ce sera donc le match d'ouverture de cette édition. Oui, c'est une sacrée surprise dans la mesure où le Comore, c'est vraiment le tout petit dans cette compétition. C'est seulement la 2e fois qu'ils vont participer à une phase finale, mais ils n'avaient pas été ridicules lors de la précédente édition, puisqu'au Cameroun, ils avaient surpris tout le monde. Ils étaient sortis de la poule. Bien sûr. Et ils avaient été battus de très peu par le Cameroun, d'ailleurs, dans un contexte très particulier, puisqu'ils n'avaient plus de gardien. C'est un joueur de champ qui avait joué gardien de but. Donc, effectivement, les Comores reviennent avec cette magnifique aventure à vivre, c'est assez étonnant. C'est un entraîneur canadien d'ailleurs qui est à la tête des Comores, Stefano Coussine, et il a fait un parcours assez incroyable dans les éliminatoires, puisqu'ils sont sortis même premiers de leur groupe de qualification devant la Tunisie, la Gambie et Madagascar. Donc c'est quand même une équipe qui a des références maintenant sur le continent, malgré l'étroitesse du pays. Bien sûr. Maroc, donc Comores en ouverture, mais dans ce groupe également, on va le redécouvrir, ce groupe A. Le Mali qui participera à sa 14e phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'on peut dire sur le Mali, c'est qu'ils sont toujours à peu près là, ils ont toujours un potentiel, mais ils déçoivent à peu près tout le temps aussi, le Mali. Ben oui, c'est vrai que c'est une incongruité quelque part que le Mali n'ait pas encore accroché une Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est un pays qui travaille bien dans sa formation, parce que c'est le pays en net vendeur aujourd'hui en Afrique qui exporte le plus de joueurs. C'est un pays qui a une grosse diaspora, donc qui a souvent des belles équipes, mais qui manque toujours ce petit truc qui va l'amener un peu plus haut, exactement comme en Côte d'Ivoire, où après un match qu'ils ont dominé et qu'ils méritent largement de gagner, ils arrivent à perdre quand même à la dernière minute en supériorité numérique. Donc j'espère pour eux que ce sera la bonne cette fois-ci, mais c'est vrai que c'est depuis leur première participation, c'est anormal, vu tout ce qu'ils ont fait. Vu le potentiel, c'est anormal qu'ils ne soient pas au mais moins... qu'est-ce qui manque, justement, qu'est-ce qui manque aux Aigles pour franchir ce palier enfin, Hervé et Xavier ? Je pense qu'il y a une partie mentale, technique, parce que je ne pense pas que ce soit technique, parce que bon, c'est vrai qu'il leur manque depuis des années un grand avant-centre qui va tuer des matchs, mais je pense que c'est une dimension mentale, comme vraiment ce qui s'est passé l'année dernière en Côte d'Ivoire, eh bien la preuve que c'était surtout mental, parce qu'ils menaient, il n'y avait aucune raison, ils menaient, ils étaient en supériorité numérique, et ils ont quand même réussi à perdre le match. Ils ont eu des belles années dans la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont arrivés en finale. Bon, ça remonte un peu, c'était en 72, mais demi-finale en 2012 et en 2000... En 2012 au Gabon, ouais. 2002 déjà, ils étaient... 2002 chez eux, ils étaient déjà... En 2013 aussi. Donc, ils ont eu cette période où ils étaient, avec notamment Sédou Keïta comme leader, où ils avaient une équipe très compétitive. Depuis, il y a eu de nouvelles générations qui réussissent notamment dans les compétitions de jeunes, des joueurs qui arrivent à s'imposer dans des championnats européens à un très bon niveau. Mais il manque effectivement ce petit quelque chose. Il y a eu ce changement d'entraîneur avec l'arrivée d'Eric Schell lors de la dernière CAN. C'était bien, c'était intéressant. Mais bon, il est parti. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe avec le nouveau coach, qui est bien connu des suiveurs de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque c'est le Belge Tom Saint-Fit qui a été auparavant à la tête de la Gambie, notamment. Donc Maroc-Mali, ce sera évidemment le choc
dans ce groupe A. Le groupe B, l'Égypte, je le disais, l'Égypte de Mohamed Salah, 7 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte qui se retrouve en compagnie de l'Afrique du Sud qui avait surpris un peu son monde en Côte d'Ivoire en terminant 3e donc de la dernière CAN, l'Angola et le Zimbabwe. Messieurs, l'Égypte qui apparemment part quand même assez favori dans ce groupe-là. Ouais. Moi, j'élimine pas l'Afrique du Sud parce qu'au contraire, c'est vraiment une valeur sûre du football africain. C'est intéressant d'ailleurs de voir que se retrouvent dans ce même groupe les deux pays qui ont en général que des joueurs nés au pays, qui ne vont pas chercher sur d'autres continents, notamment en Europe, des internationaux. Ils s'appuient vraiment sur leur vivier, avec des championnats aussi très compétitifs et des clubs qui, dans les Coupes d'Afrique, que ce soit le Ali du Caire ou le Zamalek, ou bien les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, qui en général trustent les trophées. Donc il y a vraiment des structures très solides pour nourrir ces deux sélections, les Pharaons comme les Bafana. Donc ça va être déjà un choc très intéressant. De jouer ensemble aussi, un groupe bien sûr, puisque l'Égypte, la sélection égyptienne s'appuie sur le Ali, même s'il y a quelques joueurs, vous parliez de Mohamed Salah à Liverpool, il y a aussi Mostafa Mohamed à Nantes, Omar Marmouche maintenant qui vient de rejoindre Manchester City, donc il y a quelques Égyptiens expatriés, mais le Ali forme souvent l'ossature de la sélection, et du côté sud-africain, c'est les Mamelodi Sundowns. Donc on a deux équipes assez cohérentes qui devraient sortir dans ce groupe, mais attention parce que l'Angola, lors de la dernière CAN, était allé jusqu'en quart de finale, éliminé par le Nigeria. L'Angola, c'est aussi... Et qui termine premier de son groupe de qualification, l'Angola. Exactement. Donc c'est un pays qui a des gros moyens financiers maintenant grâce au pétrole. Donc ils font venir beaucoup de joueurs et d'entraîneurs étrangers dans le Girabola, le championnat local qui est de qualité. Donc là aussi, c'est un football dont il faut suivre les progrès. Oui, c'est vrai que le groupe B, c'est un groupe où on a beaucoup de joueurs qui jouent localement, enfin, en tout cas en Afrique, puisque effectivement l'Égypte et l'Afrique du Sud, on dirait les tirages au sort des poules de Ligue des Champions, parce que grosso modo, ils sont majoritaires là-dessus, je crois qu'ils sont 4 sur 8. Et ensuite, l'Angola, c'est pareil, c'est beaucoup de joueurs qui jouent en Angola. Et le Zimbabwe, c'est beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Donc, quelque part, ils vont diminuer la part de joueurs expatriés. Et puis, dans cette compétition assez particulière avec sa date, peut-être que ça leur donnera une chance d'avoir un vainqueur qui sort de cette poule, parce que justement cette habitude de jouer ensemble, parce que je pense que les professionnels arriveront le plus tard possible, on va le voir. Et puis il y a 3 places, hein. Il ne faut pas oublier. Oui, il y a les 4 meilleurs troisièmes effectivement qui sortiront. Tout le monde s'en souvient, surtout les Ivoiriens. Il y a 4 places de meilleurs troisièmes à prendre à l'issue du dernier match du premier tour. Effectivement, on n'est jamais mort, même quand on finit parmi les meilleurs troisièmes. Et les éléphants de Côte d'Ivoire en sont le meilleur exemple. Le groupe C et le groupe D maintenant. Le groupe C emmené par le Nigeria, triple champion d'Afrique dans son histoire. Dans ce groupe C, on retrouve également la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Un mot sur la Tunisie, messieurs, toujours en crise. Il y a eu une défaite aux Comores, non pas aux Comores, à domicile, face aux Comores. Et ça a été un vrai retentissement, une vraie crise un peu nationale. Oui, d'ailleurs, les Tunisiens ont très mal vécu ça. Alors après, ils sont allés faire match nul contre les Comores, c'était en Côte d'Ivoire le match. C'est vrai qu'ils s'étaient fait piéger à domicile. Donc c'est une équipe qui a du mal à se renouveler aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne marche pas avec les Tunisiens ? Moi, je pense qu'ils ont les têtes d'affiche qui sont vraiment des joueurs plus que trentenaires, qui commencent à être vraiment usés. Et les problèmes politiques importants en Tunisie et surtout économiques font que maintenant, les grands clubs comme l'Espérance sont un peu moins performants qu'avant. Donc, ils ont moins de joueurs qui sont au très haut niveau international. C'est plus compliqué pour un petit pays comme la Tunisie de constituer une équipe compétitive parce que le réservoir forcément est un peu troublé par tout ce qui se passe. On voit des très bons joueurs tunisiens comme Mohamed Ben Romdan par exemple, qui était un des piliers de l'Espérance de Tunis, qui est parti jouer au Ferencvaros de Budapest et qui d'ailleurs a mis 1 an à trouver ses marques dans ce club. Donc on voit qu'aujourd'hui un joueur tunisien, il va aller chercher un contrat dans un club d'Europe de l'Est plutôt que de rester dans le club phare de son pays. Donc c'est révélateur des difficultés économiques du football tunisien et qui nécessairement se répercutent sur le niveau sportif. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté au niveau des clubs déjà, puisque je crois que la Tunisie... Ça se reflète aussi au niveau des résultats. Des résultats en compétition africaine. Je crois que la Tunisie a un seul club dans les
les 16 clubs qualifiés pour les quarts de finale des deux compétitions africaines. Et puis, contrairement au Maroc et à l'Algérie, il n'y a pas une diaspora d'un très bon niveau pour aller chercher les binationaux. Ça signifie qu'en fait, même les binationaux qui sont intéressés par la Tunisie sont plutôt des joueurs de second rang. Et je pense que, voilà, elle se cherche un modèle, parce que pendant longtemps, c'était un modèle un peu comme l'Égypte, avec beaucoup de joueurs locaux. Et là, elle se cherche un modèle. Elle est entre les deux, et donc c'est en grande difficulté. Elle se cherche un leader, mais au niveau également de la gouvernance, on a l'impression, cette Tunisie. C'est vrai que pendant longtemps, le président Chiboub était omnipotent en Afrique. Ça remonte un petit peu maintenant. Et aujourd'hui, il y a notamment en Afrique du Nord, il y a d'autres pays qui sont plus influents. On pense bien sûr au Maroc, à l'Égypte toujours. Donc la Tunisie a un peu perdu de son influence à ce niveau-là. Maintenant, ça reste un pays qui a quand même des références, qui est toujours présent dans les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, de Coupe du Monde. Ils y sont presque à chaque fois aussi. Donc il y a un vécu collectif. Mais ce vécu collectif, pour le transmettre, il faut que les nouvelles générations arrivent. Et pour le moment, elles tardent un peu à percer. Oui, c'est un petit creux de génération, mais je pense que ça peut arriver. Encore une fois, c'est dans un an. Ouais. C'est vrai qu'on se projette sur une compétition qui va avoir lieu dans quasiment 12 mois. Donc, mais je pense c'est vrai que c'est un petit creux de génération. D'ici là, il ne faut pas les enterrer, mais c'est vrai qu'a priori, c'est un groupe plutôt pour le Nigeria, même si le Nigeria lui-même est dans une période assez difficile. On avance, messieurs, avec juste une chose à noter, que dans ce groupe, on aura l'Ouganda et la Tanzanie qui vont co-organiser normalement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le CHAN qui a été décalé, qui devait se dérouler là au mois de février. Et surtout la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2027, avec le Kenya également. Mais donc l'Ouganda et la Tanzanie sont là, et donc forcément on suivra aussi un peu leur progrès pour savoir si ce seront des hôtes qui sont à craindre pour la prochaine édition de la CAN. Et l'Ouganda et la Tanzanie qui co-organiseront donc le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, réservé aux joueurs qui évoluent sur le continent africain, avec le Kenya. Donc ce sera en août prochain. Le groupe D, messieurs, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Que dire de ce groupe, à part que le Sénégal partira évidemment favori. Ils étaient dans le chapeau 1. Je vous arrête tout de suite en fait. D'accord. Parce qu'ils sont dans le même groupe de Coupe du Monde, déjà, les Léopards du Congo et les Lions de la Teranga du Sénégal. Actuellement, ils se tirent la bourre pour une place aux États-Unis et au Mexique en 2026. Et là, ils vont se retrouver avec un nouveau round pour la première place. On peut penser qu'ils sortiront tous les deux du groupe. Mais quand même, les Léopards ont fait de gros progrès ces dernières années, ces dernières années sous la conduite de Sébastien Desabre, qui est un technicien qui connaît très bien le continent africain. Ils ont aujourd'hui une équipe, ils sont allés en demi-finale de la dernière édition en Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier, après avoir éliminé notamment l'Égypte. Le Sénégal, lui, est en phase de transition, puisque Aliou Cissé n'a pas été conservé comme entraîneur, c'est Paptio qui lui a remplacé. Alors bien sûr, il y a une forme de continuité, puisqu'il était déjà dans l'encadrement fédéral, mais là aussi, on est un peu sur un renouvellement de génération. Les cadres comme Kalilou Koulibaly, comme Idrissa Gana Gueye, comme Sadio Mané, bien sûr, le gardien Edouard Mendy, sont tous des garçons un peu plus que trentenaires maintenant, qui jouent pour la plupart en Arabie Saoudite. Ils n'évoluent plus dans les grands championnats. Voilà, donc du coup, et il faut que les nouveaux s'imposent. Et donc, c'est une période charnière pour les Lions de la Teranga. Vous savez, mon attachement à ce pays, puisque j'y ai vécu quand j'étais enfant. Mon papa était médecin à Dakar, mais moi, je dis que tous ceux qui disent « ouais, le Sénégal au-dessus », non, attention, surtout face au Congo. Non, mais c'est peut-être aussi pour cette génération-là de trentenaires, effectivement, plus que trentenaires même, la dernière occasion... The Last Dance, quoi. La dernière occasion de briller ensemble, peut-être. Et puis, ils ont gagné une Coupe d'Afrique des Nations, déjà. De faire un beau parcours. De refaire un dernier round. Ouais. Mais contrairement à Xavier, je pense que le fait qu'ils jouent en Arabie Saoudite n'est pas forcément un désavantage là seulement, parce qu'ils pourront justement faire de la Coupe d'Afrique des Nations leur moment phare. Parce que, si on en reste à ce qui est, parce que, en décembre, il y a des matchs de Ligue des Champions, il y a parce que la Ligue des Champions va jusqu'en décembre, et puis après, on recommence en janvier, février. Donc, on sera dans une période où les joueurs qui évoluent en Europe dans les grands championnats vont peut-être lever un peu le pied pendant la Coupe d'Afrique des Nations, sachant que juste après la fin de saison, il y a la Coupe du Monde. Donc, sur ce calendrier, est-ce que finalement d'avoir des joueurs qui n'ont rien d'autre finalement à leur calendrier que la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas un avantage?
Ouais, mais regardez, pour parler simplement, Sadio Mané, c'est un nom qui parle à tout le monde, effectivement. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Sadio Mané est indiscutable quand vous avez des Iliman Ndiaye, quand vous avez des Ibrahima Sarr, des Sarr, des Dia, Boulaye Dia, des jeunes, des joueurs plus jeunes qui évoluent d'ailleurs dans les championnats européens. Quand même profiter aux plus jeunes. Et par exemple, à la dernière Coupe du Monde, on oublie que Sadio Mané n'était pas présent et que le Sénégal est quand même allé en 8e de finale. Donc, vous voyez, il y a un vrai réservoir au Sénégal. Il y a une formation de grande qualité, avec notamment des centres de formation comme Génération Foot, comme le Diambars, qui inondent d'ailleurs de bons footballeurs, non seulement le continent africain, mais aussi l'Europe, avec parfois des partenariats comme en France avec le FC Metz. Donc on a d'excellents footballeurs, d'excellents jeunes footballeurs qui jouent à un très haut niveau. Et le coach aujourd'hui du Sénégal, il doit faire des choix entre les anciens qui commencent à... C'est normal, ils ont été formidables, ils ont été champions d'Afrique, qui commencent à baisser un petit peu en performance, et les jeunes qui arrivent avec beaucoup d'ambition et de qualité. Ça peut aussi être le moment de la transition, parce que je pense qu'à ce moment, on saura s'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc ça peut être une transition pour savoir une équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde et une équipe qui va se transformer, d'avoir un premier tour avec les trentenaires qui sont vraiment très présents et puis au fur et à mesure de voir la jeune génération arriver. Mais je pense que les interrompt pas, en tout cas, ils sont favoris du groupe. En tout cas, dans ce groupe D, on n'oubliera pas non plus le Bénin. 5e participation pour les Béninois à une phase finale, ainsi que le Botswana. Le groupe E maintenant est le groupe F. Le groupe E, celui de l'Algérie, 2 fois vainqueur, les Fennecs en CAN. Le Burkina Faso, qui avait été battu par le Mali, je crois, en 8e de finale lors de la dernière CAN, si mes souvenirs sont bons. La Guinée équatoriale, 3e apparition de suite. Jamais évident de jouer ces équato-guinéens dans une phase finale. Et puis le Soudan. Moi, je dirais, là, peut-être qu'on a le groupe le plus indécis. Oui, clairement. Ou en tout cas, le plus homogène. Là, vous êtes... Voilà, c'est ça. On est vraiment sur un groupe où tout est possible, parce que vous l'avez bien résumé. Le Soudan, malgré la situation de guerre civile, réussit un tour incroyable, c'est-à-dire que les 2 meilleurs clubs du championnat soudanais disputent le championnat de Mauritanie, Al-Mérique et Al-Hilal. Al-Hilal s'est d'ailleurs qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et donc les internationaux soudanais qui évoluent dans ces clubs-là restent compétitifs et la sélection en bénéficie puisque dans leur groupe éliminatoire de la Coupe du Monde, ils sont actuellement en tête. Donc pour le moment, le Soudan, c'est pas une équipe à éliminer complètement. La Guinée équatoriale, on sait, c'est une équipe d'Espagne bis. Oui. Non, mais c'est vrai. Avec effectivement... Non, mais ça joue, moi, je me rappelle des matchs. La dernière fois que j'ai fait, c'était au Cameroun. Ils jouent contre l'Algérie. Ils jouent avec, sur les 26 sélectionnés, je crois qu'il y en a 17 ou 18 qui sont nés en Espagne, qui ont donc de réelles qualités techniques, qui jouent très très bien au football. Alors, ce n'est pas des top joueurs, mais ça fait une vraie équipe qui est souvent compétitive. Et puis le Burkina Faso, c'est pareil, les étalons, c'est une vraie équipe de football avec des très bons joueurs. Ils sont souvent performants à la Coupe d'Afrique des Nations. Parfois, ils tombent, vous l'avez rappelé, dès les 8e de finale la dernière fois, mais ils avaient été dans le dernier carré la fois d'avant au Cameroun. Donc c'est une équipe, le Burkina Faso, qu'il ne faut jamais éliminer, qui n'a jamais gagné la CAN et qui voudrait bien la gagner. Et l'Algérie, Hervé, qui... on le disait lors de la dernière CAN, va forcément être revancharde, puisqu'elle avait été éliminée au premier tour au Cameroun, alors qu'elle était tenante du titre, on s'en souvient. Bis repetita l'an dernier en Côte d'Ivoire, éliminée à nouveau au premier tour. Il n'y a pas eu de victoire des Fennecs lors d'une phase finale de CAN depuis leur titre. La finale contre le Sénégal. C'est vrai que l'Algérie est en Coupe d'Afrique des Nations dans un vrai creux, parce que c'est un manque de performance, là aussi, pour ne pas avoir su renouveler le groupe, parce que le groupe des champions d'Afrique est allé a continué très longtemps. Mais là, sur les éliminatoires de la CAN et les éliminatoires de la Coupe du Monde, on voit bien Petkovic est en train de faire un travail de redynamisation de cette équipe. Donc, ils arrivent, j'espère pour eux, avec une possibilité de faire des résultats. Mais pour moi, quand même, le Burkina Faso est le favori de cette compétition. Et parce que pour moi, logiquement, ce groupe, l'Algérie n'aurait pas dû être tête de série, mais bon, comme c'est des systèmes dans lesquels c'est le classement FIFA qui est prédominant, parce que sur ces derniers résultats, l'Algérie ne méritait pas ça. Mais dans son groupe éliminatoire de Coupe du Monde, ils sont en tête. Hein. Oui. L'Algérie, ils ont tout gagné. Donc, oui, dans l'Algérie, oui, mais je dis,
Enfin, si on comprend, sur une compétition, quand même, doit tenir compte des résultats de la compétition. Ça fait deux compétitions qui ne font pas plus mieux que le premier tour. Ils sont tête de série. Ces façons de désigner les têtes de série, là, ça se base sur le classement mondial FIFA qui intègre les résultats sur les 4 dernières années, mais qui donne plus, effectivement, un coefficient supérieur aux résultats de la dernière année. Oui. Et puis au match officiel. Enfin, il y a tout un tas de systèmes de critères qui ne reflètent pas réellement la compétition elle-même, qui est la Coupe d'Afrique. Par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a une spécificité aussi à la Coupe d'Afrique des Nations, on ne va pas se le cacher. Le dernier... Attends, juste une chose sur l'Algérie, c'est que la compétition a lieu au Maroc. Ouais. Quand on connaît les relations entre les deux pays, on sait qu'ils ne seront pas du tout à domicile. On ne sait pas encore s'il y aura une confrontation entre les deux équipes, mais c'est vrai qu'effectivement, les relations entre Marocains et Algériens sont ce qu'elles sont en ce moment. Le groupe F, le dernier groupe qui vous intéresse particulièrement, Hervé, on va y passer 25 minutes. Le Cameroun, 5 fois champion en Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois, c'était bien sûr en 2017. En compagnie du tenant du titre, la Côte d'Ivoire, et ce parcours miraculeux il y a un an chez eux, les Ivoiriens, les éléphants, le Gabon et le Mozambique. Que dire de ce groupe? Je vous tends le micro, Hervé. Mais finalement, peut-être que c'est ce fameux groupe de la mort, parce que c'est vrai qu'on avait du mal à le voir, mais c'est vrai que sur le plan sportif, le Gabon est un petit peu en retrait. Le Cameroun a une équipe aujourd'hui en transition, mais finalement, derrière ça, il y a toujours une forme de recherche de leadership entre Cameroun et Côte d'Ivoire qui va se perpétuer. Et le Gabon ne vient jamais en victime expiatoire contre le Cameroun. Donc, quelque part, on est sur un groupe qui peut être plus dur qu'il n'y paraît sur le papier. Et le Mozambique a démontré l'année dernière qu'ils avaient une belle équipe assez joueuse. Je crois qu'ils ont fait quart de finale, si mes souvenirs sont bons. Ils ont fait quart de finale, le Mozambique. À la dernière CAN. Ah non, ils sont éliminés au premier tour. Mais bon, c'est l'Angola qui était en quart. Ah oui, c'est l'Angola, j'ai confondu. Le Mozambique, oui, ils ont une équipe qui est intéressante, mais qui fait que deuxième de sa poule en terminant devant la Guinée-Bissau et les Svatini, l'ancien Swaziland. Donc, ce n'est pas une équipe tellement redoutable. Mais franchement, cette affiche Côte d'Ivoire-Cameroun, je partage l'excitation de Hervé Kouammo. Bien sûr, mais c'est l'une des affiches du premier tour. C'est clairement l'affiche du premier tour avec Sénégal, RDC et Égypte Sud. Voilà, c'est les Nigeria-Tunisie. Moi, j'avais retenu Maroc-Mali, quand même. Maroc-Mali, oui, mais bon, le Maroc, à mon avis, sera tellement au-dessus, au moins au premier tour, que bon... Il y a la pression, Oui, mais bon... Avant de revenir très brièvement avec vous, Xavier, sur ce groupe F, à quelle ambiance s'attendre justement dans les stades marocains lors de cette CAN? Ça va être très intéressant. Parce que le public marocain sera là pour son équipe nationale, pour les Lions de l'Atlas. C'est souvent le cas dans les CAN. Est-ce que justement le public va venir pour les autres matchs? C'est ce qu'il faut absolument. C'est ce qu'on souhaite. Après, on sait que c'est compliqué pour beaucoup de supporters des pays d'Afrique subsaharienne, notamment, de venir jusqu'au Maroc. C'est un long voyage. C'est compliqué aussi pour les Algériens pour les raisons politiques qu'on évoquait. Donc, du coup, il faut vraiment qu'il y ait des supporters de tous les pays qui viennent. Alors, on sait aussi qu'il y a des communautés importantes en Europe qui pourront venir d'Europe pour soutenir leur... C'est vrai que le fait que ce soit en décembre, ça peut être un frein, mais à la fois, ça peut aussi être une occasion pour, notamment pendant la fenêtre des vacances scolaires, pour déplacer les populations qui viennent d'Europe. Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants africains au Maroc, surtout à Casa. Donc ça dépendra effectivement. En tout cas, je pense qu'il y aura quand même des supporters. En tout cas, cette CAN, c'est une vitrine pour le Maroc. C'est la répétition générale de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde 2030 qu'ils co-organiseront, les Marocains, avec les Espagnols, les Portugais et les Uruguayens, puisqu'il y aura le match d'ouverture en Uruguay. Il y aura 3 matchs d'ouverture dans 3 pays d'Amérique du Sud. Oui, donc c'était le centenaire de la Coupe du Monde. Mais pour la deuxième fois de l'histoire, des matchs de Coupe du Monde seront organisés sur le continent africain. Absolument, et le Maroc va avoir une partie très importante de la co-organisation. Avec un stade Hassan II. Le nouveau stade à Casa, oui, absolument. On parle de plus de 100 000 places. Exactement. Bon, là, de toute façon, on va déjà avoir des très beaux stades, puisque le Maroc est déjà bien équipé, mais il va y avoir des stades assez beaux. 9, on parle de 9 stades. 9 stades. Et d'ailleurs, ils l'ont annoncé hier, civil, 9 stades. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas enchaîner
2 matchs de suite le même jour sur la même pelouse, et préserver ainsi les pelouses et donc améliorer la qualité technique, en théorie. Voilà, donc, et il y aura justement des stades de capacité à moindre, puisqu'il y a un stade, je crois, de 18 000 places. Donc effectivement, s'il y a des affiches avec des équipes, notamment d'Afrique australe, où il y aura peut-être peu de supporters, ce ne sera pas tellement gênant en fait, d'avoir des stades de moindre capacité. Non, ce qui est sûr, c'est que ce sera une belle compétition. Le Maroc a l'habitude. Et puis finalement, il y a déjà beaucoup d'équipes africaines qui jouent au Maroc, puisque, il faut le rappeler, il y a à peu près la moitié des équipes africaines qui ne jouent pas à domicile en ce moment. Donc il y a une habitude et donc finalement, beaucoup d'équipes évolueront à domicile au Maroc. Voilà, pour cette compétition, il y aura un grand absent. Le grand absent, c'est le Ghana. Bien sûr. De cette phase finale. Mais le Ghana, j'ai envie de dire, c'est un peu logique aussi. On est sur une pente descendante depuis des années. On a l'impression que le Ghana s'est reposé sur ses acquis depuis ce fabuleux parcours en Coupe du Monde en 2010 et n'a cessé de décroître. Oui, le Ghana décroît depuis, n'a plus de résultats. C'est une lente descente aux enfers, mais c'est terrible parce que c'est un pays qui produit toujours de beaux joueurs. Mais je pense qu'ils ont eu du mal, effectivement, à faire partie, notamment les frères Ayou et puis toute cette génération. Mais ils étaient à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Oui, la dernière Coupe du Monde. Mais là aussi, sur une erreur, c'était sur les qualifications, un dernier match, une erreur. Sur un barrage contre le Nigeria, 2 matchs nuls, 1 au Nigeria, 0-0 au retour. Sur une faute du gardien nigérian. Voilà, donc, mais bon, ils y étaient quand même. Donc ça prouve que le réservoir ghanéen reste un réservoir intéressant, mais probablement il n'est pas très bien managé actuellement. Ils avaient fait appel à un entraîneur qui avait fait ses classes à Dortmund, un germano-ghanéen, qui avait réussi à tirer le meilleur de ce groupe. Mais voilà, il faut continuer sur la durée. Pour le moment, il y a peut-être une crise de gouvernance. Et puis juste un truc, parce que je pense que c'est Eric Oberson qui a œuvré intérieurement pour que le Ghana n'y arrive pas, pour conserver son titre de joueur ayant joué le plus de matchs, parce qu'André Ayou pourrait le dépasser. Messieurs, le mot de la fin, je vais vous demander votre favori et pourquoi c'est votre favori. Je sais qu'on se projette quand même un peu loin, mais c'est dans un an. Xavier. Bon, le Maroc à domicile, avec quand même une très très grosse équipe, beaucoup de jeunes joueurs de talent, l'expérience de la dernière Coupe du Monde. Ouais, le Maroc. J'aurais dit le Maroc, mais puisque vous avez dit le Maroc, je vais dire l'Égypte. Parce que il y a une continuité des résultats aussi des Égyptiens. C'est vrai qu'il a une petite crise. Et finalement, Mo Salah n'a pas gagné la CAN. Non. Et, une finale. Il a fait 2 finales, je crois. 2 finales, plus 2017 et 2022. Ouais. Mais il ne l'a pas gagné. Et c'est peut-être la dernière occasion pour lui de la gagner. Égypte et Maroc, on verra si les routes de ces 2 sélections se croisent et à quel niveau dans la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera, je vous rappelle, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, des dates inhabituelles, puisque la Coupe du Monde des clubs est obligée, est passée par là, qui se déroulera au mois de juin, a donc obligé les organisateurs de la CAN à déplacer leur compétition à ces dates inhabituelles. Merci à vous, messieurs, de nous avoir rendu visite ce soir pour commenter ce tirage au sort. L'info se poursuit sur France 24. On vous retrouvera évidemment et on aura le plaisir de vous retrouver pendant toute la durée de cette 35e Coupe d'Afrique des Nations. À suivre le JTA.